Rebonjour à toutes et tous. Bienvenue, merci d'être avec nous pour cette première table ronde de l'après-midi sur la biodiversité urbaine. Comment les innovations locales peuvent-elles transformer nos villes en écosystèmes durables? Et donc pour en parler, 5 intervenants. Marine Calmet, présidente de WID Légal, Catherine de Rancé, présidente de Terroico, Didier Chapelon, adjoint délégué à la biodiversité pour la ville de Rennes, Benjamin Fiquet, directeur de l'immobilier et de l'exploitation responsable chez ICAD, et Charles Azet, sous-directeur adjoint à l'aménagement durable à la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages. Oui, merci Anthony. Donc vous avez illustré et cité nos intervenants et la table ronde qu'on a pu constituer pour ce début d'après-midi. Donc je représente la sous-direction aménagement durable du ministère et on a eu la joie d'inaugurer la semaine dernière la revoyure du plan nature en ville. Donc, ça me semblait être une bonne occasion de le citer parce que ça va toucher pas mal de points qu'on va aborder tous les 5 devant vous cet après-midi. Un plan qui est national qui est structuré autour de 4 piliers qu'on va retrouver dans les différentes interventions. Le pilier de la connaissance, l'importance de savoir de quelle nature on parle, de quel potentiel de génération, de régénération on a en ville, la question de la stratégie territoriale qu'on abordera aussi ensemble tout à l'heure. Donc c'est le deuxième pilier, la question du projet urbain ensuite qui découle de la stratégie en ces 2 échelles. Et enfin le 4e pilier qui est un peu ce qu'on vit aujourd'hui lors de cet événement, c'est la rencontre des acteurs, la synergie entre acteurs, la mise en relation face à des problématiques de biodiversité urbaine complexes et donc qui nécessitent de mettre autour de la table des savoirs, des acteurs de profils très différents. Alors, on a aujourd'hui réuni, vous l'avez vu, des acteurs d'horizons divers et avec des rôles chacun propre, avec pour fil rouge l'action territoriale, l'action de terrain. On en reviendra sur ce qu'est l'action. Il y a plusieurs dimensions. Mais d'abord, je vais interroger Didier Chapelon, donc adjoint au maire de la ville de Rennes, et qui va nous partager concrètement sur le terrain, quand on est un élu local d'une métropole française, quel tour prend cette biodiversité urbaine? Comment fait-on? Est-ce que vous pouvez nous illustrer par quelques exemples votre savoir-faire? Merci de votre invitation. Juste pour situer pour situer Rennes, 226 000 habitants dans une métropole de 450 000 avec des zones rurales. Et on attend 90 000 habitants en plus d'ici 2050 sur la métropole. C'est pour vous situer les choses parce que c'est un lien direct avec notre sujet qui est la nature en ville et la biodiversité. Donc avec une pression démographique. On appelle ça une ville dynamique. Et avec, ce qui est heureux, un objectif de 0 artificialisation nette, qui a peut-être pris un coup dans le nez, le ZAN, mais en tout cas, je ferai partie des personnes qui vont pousser pour que cet objectif de 0 artificialisation nette reste, en tout cas pour la ville de Rennes et surtout la métropole. Et on est vraiment... Moi, je suis parti en tant qu'élu, je suis depuis 2020, je suis à la biodiversité, sur l'atténuation au changement climatique et aussi sur le fait de faire augmenter la biodiversité en ville, la place de nature. Mais on voit que les problématiques d'adaptation au réchauffement climatique nous sont arrivées de plein fouet, en début de mandat, entre le Covid et les canicules de 2022. Donc c'est un élément aussi important qui a marqué pas mal mon début de mandat. Alors, ce qui est important, là où on a de la chance, en tout cas à Rennes, et je crois qu'il y a beaucoup de grandes villes qui ont les mêmes problématiques que nous, par rapport aux ZAN, par rapport à l'augmentation de la population, de tout ce que j'ai dit. Là où c'est facile, c'est qu'il y a une forte demande des habitants. On a été élus pour ça, très clairement, pour avoir plus de nature en ville et pour le bien-être des habitants en général et pour la biodiversité, pour l'atténuation du changement climatique, etc. On a été élus pour ça. Et ce qui est important pour que ça fonctionne, il faut vraiment que tous
tous les collègues élus, que tous les services aillent dans la même direction. Et je crois pouvoir dire que c'est le cas pour nous, et c'est le cas dans pas mal de grandes villes, puisque je côtoie régulièrement donc mes collègues. Et ça, c'est important parce que moi, la biodiversité, c'est une chose, mais c'est avant tout en fait l'urbanisme. Ah, je progresserai pas, je ferai rien d'intéressant si il y avait pas, si cette question-là de la biodiversité, de la présence de nature en ville, était pas prise en compte dans les documents d'urbanisme et dans les projets d'urbanisme. Donc on peut dire que c'est le cas. Et donc justement, il y a des choses intéressantes telles que le coefficient de biotope. Enfin nous qu'on appelle ça le coefficient de végétalisation, mais je crois que vous allez en parler sur d'autres interventions. Sur le document d'urbanisme, le plan local d'urbanisme intercommunal, qu'on essaye d'améliorer à ce niveau-là, avec un plan local de l'habitat aussi qui prend en compte les enjeux de biodiversité dans le bâti. Peut-être qu'on y reviendra aussi, puisque on est vraiment dans une ville qui se densifie. Il faut dire ce qui est. Ça se densifie parce qu'on ne veut pas s'étaler. Et comment on fait pour densifier et en même temps avoir plus de nature en ville? Ça veut dire qu'on va construire différemment. Ça veut dire qu'il faut innover dans notre façon de créer des nouveaux quartiers. Donc on a plusieurs ZAC. On est essentiellement en renouvellement urbain. Enfin, on va repasser en renouvellement urbain là, mais on a quelques ZAC qui vont s'arrêter, enfin de l'étalement, enfin la fin de l'étalement. On est sur la fin de l'étalement. Et donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que concrètement, on va changer les formes urbaines, on va densifier intelligemment pour que chaque quartier soit des petits villages où il y a des commerces de proximité, etc. Mais surtout, on va prendre sur la voirie. Parce que dans une ville comme Rennes, et dans beaucoup de villes, en fait, 50% de la surface, c'est de la voirie. Et qui dit voirie, dit la place de l'automobile. Donc cette politique de biodiversité, elle est forcément fortement corrélée aussi aux politiques de déplacement. Voilà. Alors, voilà, on a une deuxième ligne de métro qui vient d'ouvrir. On travaille sur un tram-bus. Le tram-bus, on va avoir 4 lignes de tram-bus. Le tram-bus, c'est aussi du renouvellement urbain, c'est-à-dire qu'on refait la ville autour de ces tram-bus en densifiant, mais aussi en rajoutant des pistes cyclables, en rajoutant de la végétalisation, en supprimant la place de l'automobile. Mais en ville, on peut le faire. Et justement, pour donner plus de possibilités pour ceux qui viennent de beaucoup plus loin de prendre la voiture, mais de se garer aux entrées de ville pour prendre les transports en commun. Donc on refait la ville, et moi je suis très content quand j'ai des gens qui ne sont pas contents justement, qui me disent « je ne reconnais plus ma ville », et bien tant mieux. S'ils ne reconnaissent plus leur ville, puisque justement on la refait, on enlève de la place sur la voirie pour la voiture, pour la laisser à des gens qui en ont vraiment besoin, puisqu'il y a des gens qui ont vraiment besoin de circuler en voiture, et on prend la place pour la nature en ville. Mais je dirais que c'est quelque chose d'assez partagé, même si c'est difficile au quotidien, parce que justement, quand un quartier qu'on a végétalisé, le quartier Sud-Gare, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais on ne végétalise pas n'importe comment, c'est-à-dire qu'on a des travaux d'opportunité, on en profite pour végétaliser, mais ce qu'on fait pour végétaliser, c'est qu'on a une étude, c'est-à-dire on a 2 études complémentaires. Une qui regarde les trames vertes sur la ville de Rennes, les trames vertes potentielles, et on va végétaliser d'abord pour les rendre fonctionnelles, ces trames vertes, c'est-à-dire pour les petits animaux, pour que les plantes puissent circuler. Mais aussi, on a une autre étude de même labo LETG, donc à Rennes 2, sur les îlots de chaleur urbains. Et on va aussi végétaliser là où il fait le plus chaud. Là où il fait le plus chaud la nuit. Et c'est le cas du quartier Sud-Gare, là, par exemple, qui est un quartier de faubourg, avec des maisons, il y a beaucoup de maisons, donc les gens ont leur petit jardin, qui rafraîchit, c'est bien, mais n'empêche que sur l'espace public, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien, justement, parce qu'il y avait des jardins pour les habitants. Ce n'était pas une demande. Eh bien, quand les gens sont d'accord pour végétaliser, mais quand on va supprimer des places de stationnement en face de chez eux, à côté de chez eux, ça coince un petit peu. Ça coince un petit peu parce que ça veut dire aussi redessiner le plan de circulation. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Mais tout ça pour vous dire que, bon, j'aurais encore d'autres choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Voilà, on ne végétalise pas n'importe comment, il y a des priorités, on le fait en fonction des trames vertes et bleues, et on les fait en fonction des îlots de chaleur. Même si on profite bien sûr de travaux d'opportunité pour désimperméabiliser systématiquement.
Et merci beaucoup Didier Chaplon pour cette vision d'un élu de terrain et la vision si grande échelle, à l'échelle d'une ville ou d'une métropole. Vous avez parlé de l'importance du foncier, notamment en exploitant, si je puis dire, la voirie. Justement, on a un spécialiste des opérations foncières. Donc, bienvenue Benjamin Fiquet, merci d'être parmi nous. Vous êtes directeur de l'exploitation responsable au sein d'ICAD, donc filiale de la Caisse des dépôts. Et en particulier, donc, à l'échelle du projet urbain, vous avez développé beaucoup d'indicateurs qui résonnent avec le témoignage qu'on a eu juste avant pour améliorer la prise en compte de la biodiversité en ville. Je laisse nous en témoigner. Tout à fait. Mais merci beaucoup, merci pour votre accueil. Effectivement, ICAD, société immobilière avec la double compétence d'aménageur promoteur et d'investisseur en tant que foncière. Donc à la fois du management de projet sur une durée et du management de contrat sur des durées foncières 30 ans. Quelques réalisations emblématiques, le village des athlètes qui a été livré, qu'on est en train de convertir et transformer en espace de vie au nord de Paris, et 2 parcs d'affaires de 80 hectares chacun, bien connus sous le nom des studios de la Plaine Saint-Denis, au nord de Paris, porte de Bervilliers, porte de la Chapelle, ou Orly-Rungis à côté de Saint-Maris. On s'est saisi du sujet de la biodiversité et de l'enjeu de la biodiversité depuis quelques années. On a complété ainsi notre palette d'engagement qui est au cœur de l'ADN d'ICAD. Et en méthode, on a commencé par avoir un alignement des planètes. On commence à aligner les planètes déjà par questionner notre gouvernance, nos actionnaires, sur est-ce que la question, l'enjeu du climat et l'enjeu de la biodiversité sont des enjeux qui doivent être traités par l'entreprise, ce qu'on appelle les Say on Climate. Le Say on Climate, ce sont une résolution qui ont été votées à l'Assemblée générale des actionnaires l'année dernière. On a complété cette année ce Say on Climate par un Say on Climate et un Say on Biodiversity, qui fait une résolution proposée aux actionnaires qui a été votée à 98,25%. Actionnaires qui nous encouragent à opérer des actions de renaturation sur 100% de nos opérations d'aménagement et l'ensemble de 100% de nos parcs d'affaires. Et l'autre point, de développer des actions en soutien à la nature pour 90% de nos opérations en diffus. À partir du moment où vous avez déjà votre planète de gouvernance et des actionnaires qui est alignée, il faut aligner en termes de méthode la planète des équipes opérationnelles. Vous rappelez mon titre, je suis en charge de l'exploitation du patrimoine de la foncière qui représente 2 millions de mètres carrés pour 250 bâtiments, pour environ 150 hectares. Donc c'est une part très réduite, une part privée. Mais en termes de méthode, on s'est doté d'outils de référentiels communs. C'est vrai que pour les équipes opérationnelles, autant la culture de l'impact sur les questions climat, énergie sont des sujets qui ont déjà 10 ans et on arrive à avoir des méthodes, des référentiels communs. Les enjeux liés à la biodiversité, les référentiels ne sont pas encore complètement tenus. Et on a la chance d'avoir au sein du groupe Caisse des dépôts la société forestière, CDC Biodiversité, qui nous ont aidés à mettre au point un cadre de référence, un référentiel commun de mesures d'impact de la biodiversité. Ce qui s'est baptisé le contrat de performance biodiversité. Donc on loge au cœur des contrats traditionnels la question de la biodiversité. Alors au début, la mesure d'impact, ça s'est concrétisé par 70 indicateurs. Alors 60 indicateurs, alors autant vous dire que les équipes opérationnelles n'y comprenaient rien et on faisait venir les écologues, on faisait venir inaccessible. On s'est dit, bon, quand vous n'avez pas de référentiel, vous savez, c'est comme un orchestre, c'est la cacophonie. Donc nous, il faut qu'on mette en place des référentiels communs, des méthodes communes et un vocabulaire commun. Donc le contrat de performance biodiversité s'est réduit de 70 indicateurs à 20. C'était déjà un progrès. Ces 20, on les a organisés en termes de méthode. Un sur un indicateur, vous l'évoquiez, ce qu'on appelle le CBSH, le coefficient de biotope par surface homologué, qui est un indicateur assez simple, que chacun peut calculer, que même les équipes opérationnelles peuvent évaluer par eux-mêmes, selon leur propre méthode, en disposant de cartographie, on y reviendra. De 0 à 1, globalement l'état naturel étant 1, l'état de artificialisé total étant à 0, on a comme ça, on peut mesurer un progrès. Et ça, c'est essentiel dans un référentiel commun. Ensuite, on a des indicateurs de faune, de flore, donc des indicateurs de présence de faune et flore qu'on mesure avec des écologues dans des études 4 saisons et autres. Deuxième élément. Ensuite, des indicateurs de gestion. Pour les entreprises d'espace vert, vous savez, c'est les entreprises du paysage, les professionnels du paysage. Les professionnels du paysage,
compliqué pour eux déjà d'accéder à ce que c'est déjà un professionnel de la nature, et ensuite de comment ils peuvent avoir des actions positives de soutien à la biodiversité. Donc, l'autre indicateur sont les indicateurs de gestion, de taille, d'usage de produits phytosanitaires. Donc, comment on intègre dans le contrat de gestion des entreprises du paysage des indicateurs d'action qui permettent d'être en soutien au développement de la biodiversité. Chacun devient comme ça, non pas, c'est l'empowerment en anglais, mais c'est l'encapacitation en français. C'est l'encapacitation, chacun prend la mesure de sa capacité à agir et à intervenir pour avoir de l'impact concret sur des indicateurs mesurables. Les deux derniers éléments de notre contrat de performance biodiversité sont les éléments de formation interne. La formation est essentielle, ce ne sont pas des sujets évidents, donc il faut former nos équipes en interne. Un, sur ce que c'est la biodiversité, les enjeux d'extinction et autres, mais également les former sur vous êtes acteur et vous avez la possibilité d'agir, chacun dans les responsabilités qui sont les vôtres, que ce soit les équipes d'aménagement, que ce soit les équipes de construction-rénovation ou bien les équipes de gestion. Le dernier, c'est l'ensemble des parties prenantes, c'est la sensibilisation externe et de quelle manière cette sensibilisation de nos parties prenantes, nous sommes nos usagers, nos utilisateurs du bureau, sont aussi des acteurs et on verra comment, mais c'est vrai que nous, nos utilisateurs du bureau, ils étaient habitués plutôt à voir des paysages, des beaux paysages. Maintenant, après, ils nous ont dit le fait d'avoir un contact avec la nature, c'est quand même bien pour nos salariés, ils se sentent mieux dans les espaces du bureau qu'ils occupent. Et on a dit, on va aller encore plus loin. Vous allez avoir une nature active, une nature vivante, avec une biodiversité qui est visible, accessible, compréhensible. Et une fois que vous avez aligné les planètes des investisseurs actionnaires et l'intérêt des usagers et utilisateurs de bureaux et d'espace, globalement, on a un alignement de ces planètes qui nous permet, avec force, de former, investir et agir. Et on passe de cette logique de sensibilisation, de formation, à une logique d'engagement. Et cette logique d'engagement, on la traduit dans nos contrats. Ça commence à l'être. Ça y est, maintenant, on fait exister les sujets au sein de nos contrats. Et ces questions et ces enjeux, c'est fondé sur des outils qui sont utiles. Ça, on le sait bien. C'est des méthodes, des référentiels qui sont utiles, utilisables, mais surtout et de manière essentielle, utilisés par les équipes opérationnelles. Merci Benjamin pour ce témoignage et de l'action d'ICAD assez complète. Je me tourne maintenant vers Catherine de Roincé pour revenir, j'ai envie de dire, à la base, à la connaissance. Donc, vous êtes présidente de Teroico, une entreprise innovante du génie écologique qui vient modéliser, s'appuyer sur les données en termes de biodiversité. Et on a vu des exemples de déclinaison sur le terrain. Voilà, pour mieux appréhender cette question de la biodiversité en ville, quels sont les outils de modélisation que vous avez pu développer? Où en est-on? Quels sont aussi les freins? Comment ça peut influer un projet de territoire? Merci, oui. Donc oui, Teroico, on vient, nous, du domaine scientifique et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'outil de modélisation prospective pour la biodiversité. C'est-à-dire que en 2010, existaient des outils de recherche, mais qui n'étaient pas opérationnels et qui ne pouvaient pas être transcrits sur le terrain. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu l'idée de développer notre entreprise, et en particulier donc l'outil Simuico, qui fait littéralement vivre des individus d'une espèce sur un territoire. Et donc, on est en capacité de donner en résultat l'importance d'un site pour le maintien des espèces localement. Et où est-ce que les espèces se déplacent sur le territoire. Alors, historiquement, on a beaucoup utilisé Simuico pour faire de la trame verte et bleue. Donc, c'est, je dirais, une cartographie qui permet de savoir où les espèces vivent et où est-ce que sont les secteurs de vie des espèces les plus importants, les noyaux, les réservoirs, et où est-ce que les espèces se déplacent et en quoi, nous, notre développement peut affecter les déplacements de ces espèces. Donc on s'intéressait beaucoup à la nature, mais en campagne. Et petit à petit, au fil des ans, on remarque que les besoins portent sur la nature en ville. Déjà, c'est passé par une première étape où on utilise nos outils, on croise en fait de la modélisation, bien sûr des recueils de données, de l'expertise. Il ne faut pas sous-estimer l'expertise locale, au contraire. Et c'est par toutes ces approches qu'on a commencé à travailler sur la notion d'évitement.
Ok, on doit développer la ville, potentiellement en allant sur des espaces de nature, mais allons là où on peut éviter les zones à cœur les plus importantes pour la biodiversité. Donc, vous voyez, on s'approchait, on était en lisière de ville. Et aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on nous demande d'aller en ville. Et la question en ville, elle est... Je dirais, il y a plusieurs sujets à mon sens. Il y a le sujet, bien sûr, de la nature en ville. Où est-ce que c'est intéressant de renaturer. Comme vous dites, vous devez densifier, mais alors où densifier de manière cohérente et articulée avec les documents d'urbanisme. Et là, c'est un vrai sujet, je pense, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut absolument reprendre le travail fait à large échelle pour l'infuser dans les travaux à petite échelle. Et ça, c'est, je pense, un grand manque. Moi, dans Teruiko, on a commencé des acteurs de l'immobilier ou de l'aménagement urbain venaient nous voir et nous disaient bon, on veut travailler sur la biodive, on veut faire un projet exemplaire, mais je leur disais mais attendez, vous avez déjà beaucoup de choses, en tout cas beaucoup de réfléchissez en fait en quoi votre site peut être intéressant, mais pour quelle biodiversité. L'enjeu de la biodiversité, vous l'avez dit, c'est l'enjeu des indicateurs. La biodiversité, c'est des milliers d'espèces, on a des milieux différents, on peut avoir des prairies, des mares. Donc quand on veut faire un projet exemplaire pour la biodiversité, ça ouvre un panel de solutions à mobiliser infini. On peut imaginer des parcs urbains à l'infini. Donc la question de nous, et c'est là où on travaille et on essaye d'apporter des outils d'aide à la décision pour les acteurs de la ville, et en articulant les échelles, c'est quel est l'apport, qu'est-ce que peut apporter mon projet pour la biodiversité localement? Qu'est-ce qui sera le plus intéressant? Est-ce que c'est de faire une mare? Est-ce que c'est plutôt de faire un boisement, etc., etc. Et in fine aussi, se pose la question, je pense, des indicateurs et de l'évaluation. Il est évident qu'on ne peut pas attendre d'un parc urbain au centre de Paris la même niveau de biodiversité qu'un parc en lisière de ville. C'est factuel, un parc en lisière de ville aura plus facilement des espèces de faune sauvage qui viennent de la campagne, elle est en interaction directe. Un parc en pleine ville, on va être sur une biodiversité plus urbaine. N'empêche que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que j'ai fait le plus d'efforts, est-ce que j'ai bien travaillé? Et donc moi, c'est ce qu'on essaye de porter chez Teruiko, c'est de dire eh bien oui, vous avez bien travaillé parce que vous êtes allé au maximum du potentiel de la zone dans laquelle vous vous insérez aujourd'hui en ville. Et donc, les sujets et les défis, à mon sens, c'est d'avoir des indicateurs fiables et standardisés, avoir aussi une vision prospective, c'est-à-dire, et c'est là où la simulation et la modélisation apportent toute, je dirais, sa puissance, c'est qu'on est capable du coup de dire ce projet-là, il faut le mettre ici, il faut plutôt mettre telle nature de solution. Et je me répète, cette articulation. On ne fait pas de la biodiversité tout seul. Quand on a un actif ou même une route, il faut l'articuler avec d'autres acteurs. Et donc, il faut travailler son projet en interaction avec son environnement local. Merci Catherine. Vous nous avez décrit tous les trois des aspects assez fonctionnels de la fabrique de la ville à des échelles différentes. Maintenant, je vais me tourner vers Marine Calmet, qui est présidente de l'association Wild Legal, qui est un collectif d'experts, d'ONG qui réfléchissent ensemble à comment adapter le droit aux enjeux de demain, notamment aux enjeux du vivant. Bon, vous aurez le droit de me corriger si j'ai pas parfaitement décrit ce que j'ai compris de l'association dont vous êtes présidente. Et la question que je voulais vous poser, un peu générale, c'est finalement on voit les défis de connaissance de la fonctionnalité de nos villes. Aussi sont beaucoup revenus la question des acteurs, du dialogue. Comment vous, avec l'expertise d'avocate qui est la vôtre, vous voyez l'évolution nécessaire ou envisageable du droit pour mieux intégrer cette question de la biodiversité urbaine? Merci pour
pour votre introduction, pour présenter peut-être à ma manière Wild Legal. Donc nous sommes une association créée en 2019, rassemblant effectivement des avocats, des magistrats, des experts du droit, dans l'idée de reconnaître les droits de la nature en France. Donc un changement de paradigme radical, mais qui suit son cours un peu partout dans le monde, puisque c'est un mouvement mondial aujourd'hui qui s'est notamment propagé depuis l'Amérique du Sud et qui vise en fait à sortir de ce paradigme juridique, à cette conception du monde dans lequel la biodiversité, mais la nature en général, est un plus. C'est un ajout, voire même c'est une ressource, c'est pour notre bien-être, c'est avec quoi on doit composer. Et l'idée des droits de la nature est de dire non, la nature ce sont des êtres à part entière, des sujets de droit. Et ces sujets de droit ont des droits fondamentaux eux aussi. Donc vous voyez, il y a quand même un décalage assez fondamental sur la manière d'envisager le rapport au monde, dans un monde où justement, eh bien, il y a dans la nature uniquement des objets, des ressources, des gisements de services écosystémiques. C'est notre conception actuelle du monde. Et le mouvement qui est né, qui a été très influencé évidemment aussi par les pensées autochtones, par les mouvements de lutte contre les projets destructeurs dans divers pays du monde, et qui tend au contraire à imposer comme modèle juridique l'idée que la nature est un ensemble d'êtres vivants, et que ces êtres vivants ont eux aussi le droit d'exister, que nous devons partager avec eux. Parce que justement, l'idée est de dire demain comment le droit peut servir une cohabitation pacifique entre les espèces humaines et les espèces non humaines. Et donc, avec Wild Legal, on s'intéresse évidemment à cette évolution du mouvement juridique à travers le monde entier. C'est un mouvement qui est coordonné notamment par la Global Alliance for the Rights of Nature. Vous pouvez aller regarder sur leur site internet, c'est garn.org. Il y a une cartographie de tous les endroits dans le monde où les droits de la nature ont effectivement progressé. Et vous pourrez voir et constater que le mouvement est exponentiel en Amérique du Sud, mais aussi en Amérique du Nord. Il y a plus de 150 initiatives aux États-Unis qui visent à reconnaître des droits à des entités naturelles. Par exemple, des orques résidentes sur la façade littorale de Miami. La ville de Miami est extrêmement active justement pour faire cohabiter les activités humaines avec les droits des orques qui vivent aussi dans ce territoire. C'est un mouvement qui grandit beaucoup aussi en Afrique du Sud, et puis en Asie où il prend tranquillement ses marques, et en Europe, nos voisins espagnols sont les premiers à avoir, par le biais de la reconnaissance des droits de la Mar Menor, adopté une loi en 2022 qui, grâce aux citoyens, a reconnu désormais la Mar Menor comme non pas un objet de conservation, mais un sujet biologique et juridique qui est titulaire de droits fondamentaux et de gardien. Et en fait, c'est un exemple parmi d'autres, mais la Mar Menor, c'est un lieu aujourd'hui où les gardiens sont associés à la préservation de l'entité lagune, qui est cette Mar Menor, et aussi à la conception des politiques publiques d'aménagement, de protection de la biodiversité, de lutte contre les pollutions. Et donc c'est assez intéressant de voir comment, grâce aux droits de la nature, on ne revoit pas uniquement notre modèle juridique, mais on revoit aussi notre modèle de gouvernance, notre démocratie environnementale. Et donc, nous, on essaie de voir comment, en France aussi, dans les villes, mais aussi dans les milieux à l'extérieur des villes, dans les milieux plus naturels, on peut travailler sur des fleuves, sur des rivières, sur des forêts, pour que ces espaces-là puissent aussi bénéficier d'une meilleure protection juridique. Et je voulais citer un exemple, puisqu'on parlait des villes. Il y a un exemple alors je présente d'abord l'ouvrage. Il se trouve que j'ai eu la chance il y a quelques mois de commencer à coordonner un ouvrage avec l'AFD, l'Agence française de développement. Je suis sûre que de nombreuses personnes ici connaissent. Donc c'est notre banque d'investissement française. Et on s'est posé la question, qu'est-ce que ça change les droits de la nature dans les politiques de développement, et notamment dans les politiques de développement en ville. Et donc il y a un exemple que vous pouvez retrouver dans ce livre où j'ai pu aussi interviewer l'ancien maire de la ville de Curridabat. C'est une petite ville au Costa Rica qui est très proche de la capitale. Et bien ce maire, il a eu l'idée géniale de transformer sa politique de développement et d'urbanisme en reconnaissant tout simplement la citoyenneté de toutes les entités composent cette fameuse biodiversité, et notamment la citoyenneté des pollinisateurs, et en particulier des abeilles. Et il s'est posé la question, qu'est-ce que ça crée demain comme changement de vision pour nos villes, de penser les villes à travers les yeux d'autres qu'humains, et notamment à travers les yeux des abeilles. Et en fait, ça change beaucoup de choses. Comment on garantit dans nos villes qu'on n'assure plus uniquement le bien-être humain, mais qu'on assure aussi le bien-être des autres qu'humains?
Et donc ça change la manière dont on conçoit, ça a été dit, hein, l'immobilier, ça conçoit la manière dont on pense le droit de se déplacer pour des entités qui ne sont pas humaines. Parce que nous, on pense nos trottoirs, on pense nos routes pour les voitures, nos trottoirs pour nos piétons, mais en fait, qui pense au déplacement des insectes, des pollinisateurs? Aujourd'hui, pas grand monde. Et pourtant, demain, il va falloir intégrer ces autres droits, potentiellement, dans notre horizon juridique. Et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que ce maire de Khouribgabat, il y a mis une dimension très politique. Parce qu'il a dit, je vous cite peut-être juste ce petit passage, il interroge la question de citoyenneté. Qu'est-ce que c'est être citoyen, en fait, dans les villes demain? Et il dit, souvent on prend cet aspect de la citoyenneté sous l'angle dans les villes des bénéficiaires. C'est vraiment l'expression la plus courante en matière d'urbanisme. Et il a décidé d'abolir cette idée en faisant justement fi du concept de bénéficiaire comme d'un citoyen avec un corps passif, en fait, dans la ville. Et donc, il dit, le rôle le plus important des villes n'est pas seulement de nous donner un endroit où vivre, mais d'être l'endroit où les habitants peuvent se transformer en citoyens. Une fois de plus, les pollinisateurs nous ont inspirés. Ils n'ont pas été invités dans la ville et ce lieu leur dit qu'il n'appartient qu'aux êtres humains. Mais ils agissent et n'ont pas besoin de la condition, de la désignation grammaticale en tant que citoyens pour déployer leur citoyenneté. La citoyenneté est une activité, pas seulement une condition. Si ces personnes créent de la valeur en permanence, pourquoi ne pas reconnaître que, par leur action, elles sont déjà des citoyens ? Et en fait, il s'appuie là-dessus pour dire, en fait, peut-être qu'on a tout faux en matière d'urbanisme. Parce qu'il dit tout simplement, nous, urbanistes, architectes, nous pensons les villes avec comme base de réflexion les infrastructures humaines. Alors qu'en fait, la biodiversité est la base fondamentale de tout. Et donc, il invite comme ça à réinterroger la manière dont on innove demain pour penser nos villes, pour justement les penser à travers les yeux des non-humains, à la fois parce que, en fait, leur existence est indispensable à la nôtre. Ce ne sont pas des espaces verts, ce ne sont pas, des rivières, des cours d'eau, ce ne sont pas des climatiseurs pour demain. Ce sont des lieux indispensables dans lesquels nous avons besoin de savoir à nouveau relationner entre humains et non-humains pour garantir notre bien-être, leur bien-être et la fonctionnalité à l'avenir de nos villes comme des écosystèmes et non pas comme des mécanismes urbains simplement isolés des autres. Et donc voilà, c'est grâce aux droits de la nature qu'on peut aussi, grâce à ces aspects juridiques, aussi penser le rôle de la biodiversité dans nos villes demain et surtout une autre manière de relationner avec ces non-humains. Je vous remercie Marine pour cette prise, ce dézoom qui permet de mettre en perspective nos questions, aussi imaginer la prospective de nos villes. Un mot juste pour dire, oui. Il est en téléchargement libre sur Internet. Vous le trouvez en PDF sur le site de l'AFD, en anglais et en espagnol si vous allez à la COP Biodiversité par exemple. Ça peut être utile de le prendre avec vous. Parfait, merci pour cette référence à laquelle vous avez participé. Moi j'avais une question peut-être, parce qu'on voit le chantier immense, et en plus avec vous nous avez ouvert aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Et j'avais une question assez concrète. Finalement, quand on est un élu local et qu'on a ce chantier immense, cette responsabilité d'une certaine manière, qu'on est adjoint à la biodiversité d'une métropole française, comment on fait pour prioriser quels petits outils, on va dire, de discernement vous avez pu mettre en place pour choisir vos combats, même si on aimerait tous les prendre? On choisit nos combats, on choisit notre manière de faire la plus sobre possible. En fait, on veut être sobre. C'est pour ça qu'on est beaucoup sur des solutions fondées sur la nature et on va aller là où c'est le plus efficace parce qu'il y a urgence, on manque de temps. On manque de ressources peut-être humaines. Donc, comme j'ai dit, on priorise par rapport aux recherches que l'on a sur les îlots de chaleur urbains, sur les continuités écologiques, mais également par rapport au stockage carbone des sols. On a une étude là-dessus sur une thèse CIFRE sur ce sujet-là. Et vraiment, cette question d'urgence, elle est corrélée aussi avec la question de connaissance. Et là, effectivement, on a des besoins urgents là-dessus. La connaissance, c'est tout ce que je viens de dire là.
pour permettre d'impliquer tout le monde. Alors je dérive peut-être par rapport à la question, mais impliquer tout le monde, c'est important aussi. C'est pour ça qu'on a une charte de l'arbre qui essaye d'impliquer les acteurs privés, puisque je vous ai dit que 50% de la surface de la ville, c'est la voirie, mais il y a une bonne partie, c'est de l'espace privé. Ça va être des entreprises, ça va être des institutions qui ont de la surface et qui manquent de connaissances, qui manquent de savoir gérer leurs espaces. Et là, on a les copropriétés aussi, les particuliers. Donc on manque de sensibilisation à ces questions-là pour des gens dont c'est pas la fonction, dont c'est pas le métier. À titre individuel, les gens peuvent faire, mais à titre collectif, quand c'est en dehors de la collectivité, c'est un petit peu plus difficile. Voilà. J'ai un peu dérivé. Non, c'est parfait, parce que c'est la transition. Ça va me permettre de poser une question directement en lien à Benjamin en tant qu'aménageur. Justement, cette acculturation à cette question de la biodiversité urbaine. Quelles sont vos principales actions? Comment vous relevez cet enjeu? Alors, on évoquait effectivement les cadres communs. On évoque la cohabitation. On habite au même endroit. Et donc, quand on a des utilisateurs de bureaux tertiaires ou d'espaces d'activité, ils cohabitent avec une certaine biodiversité. Cette cohabitation, on l'a vu de manière très opérationnelle, et c'est les équipes terrain qui ont dit mais comment on réconcilie finalement ceux qui habitent les habitats naturels et ceux qui habitent, qui occupent des lieux. Et la réponse a été dans les sciences participatives, avec le Muséum d'histoire naturelle, qui nous a aidé à donner aux équipes utilisatrices des outils d'observation, de mesure, dans lesquels, via leur smartphone, ils comprenaient, ils apprenaient, ils observaient. Quand vous commencez à observer sur des programmes comme Speople, qui sont des programmes sur les insectes, ou comme Birds Lab, ou Opération Hérisson, qui sont des protocoles un peu différents, mais vous commencez à avoir la compréhension, la formation nécessaire pour respecter et vous engager. Et donc c'est vraiment la base des équipes, et que je remercie, Henri, Clément, qui ont mis au point ce programme qui s'appelle Pause Nature. Globalement, on autorise, nous, dans le milieu tertiaire, à faire des pauses de jogging le midi. Eh bien, on dit aux entreprises, aux employeurs, vous pouvez aussi faire une pause d'observation de la nature pendant 20 minutes et aller observer telle ou telle espèce, tel ou tel espace naturel. Au passage, contribuer par l'observation que vous faites à la science, et vous en avez un retour bénéfique, puisque finalement, la cohabitation, elle commence par le respect des uns et des autres. Merci pour cette idée et ce retour de terrain, ce retour d'expérience. J'avais une question pour Catherine par rapport aux différentes échelles que vous avez abordées. Bon, moi, ça m'intéresse, étant à l'État, voilà, on est très macro, et à la fois on a la tutelle d'établissements publics, fonciers et d'aménagement qui ont un rôle concret à jouer. Entre les deux, il y a la planification urbaine à laquelle Didier a fait référence. Donc comment vous pouvez nous donner les grands enjeux de cette articulation aux différentes échelles ? Oui, je pense qu'il faut qu'il y ait une cohérence d'outils et de méthodes pour que les échelles se parlent entre elles, fassent un travail itératif de plus en plus fin. Je pense qu'il y a aussi une échelle diachronique à prendre une échelle de temps. Je pense qu'aujourd'hui, nos territoires, et c'est ce qu'on essaye aussi de développer, c'est l'échelle de temps, c'est revenir en arrière. Parce vous le savez, si on fait cette table aujourd'hui, c'est qu'on a un constat d'érosion de la biodiversité en France et dans le monde entier. Et donc, je pense aussi qu'on manque d'objectifs globaux à décliner à petite échelle. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez une idée de votre dette biodiversité depuis 20 ans. Voilà. Donc nous, on travaille à ça. On travaille à vous donner des indicateurs pour vous donner un objectif de dire, en 20 ans, j'ai perdu X% de fonctionnalité, mon territoire a perdu X%, parce que ce n'est pas qu'une question de surface, la biodiversité. C'est-à-dire que vous pouvez perdre 10% de vos forêts sur un territoire et perdre 40% de fonctionnalité. Fonctionnalité, ce que je veux dire, c'est capacité au territoire de maintenir et de permettre à des espèces de se déplacer et vivre sur le territoire. Donc c'est ça qu'il faut, je pense, travailler. C'est-à-dire ces échelles temporelles et ces échelles spatiales. On a les données pour le faire aujourd'hui. On a des systèmes de communication. Je pense que c'est un outil, c'est un moyen, c'est pas une fin. J'y tiens parfaitement. Mais aujourd'hui, encore un
tout petit peu sous-évalué. On en a parlé il y a 2 minutes. Un territoire qui a fait un travail de connaissance important à l'échelle territoriale, planification. En fait, les acteurs de l'aménagement à plus petite échelle immobilier n'ont pas accès à ces données, donc n'exploitent pas ce niveau de connaissance pour leur propre projet. Il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà, il faut aider à ça. Je vous remercie. On voit en fil rouge ce besoin de connaissances, d'indicateurs pour piloter l'action publique et l'action opérationnelle. Est-ce que, pour aller plus loin, Marine, vous voyez aussi des aspects réglementaires qu'il faudrait lever, que vous avez identifiés ? Alors, il y en a énormément. Si on prend l'exemple de l'Équateur, par exemple, eh bien, il faudrait reconnaître les droits fondamentaux de la nature dans notre Constitution. C'est le choix qu'ils ont fait. Non, mais rigolez pas. C'est très sérieux. Ils ont fait... Alors, ça, on peut y venir, mais ils ont fait ce choix en 2008. Ils ont proposé à leurs citoyens, par le nouveau gouvernement élu en 2008, a proposé aux citoyens une nouvelle constitution, disant, noir sur blanc, l'article 71 de la constitution équatorienne reconnaît les droits fondamentaux de la terre-mère. Et depuis, on a une 50aine de jurisprudences qui ont, grâce à cette reconnaissance des droits fondamentaux, donc constitutionnels, qui rayonnent sur l'ensemble de la pyramide juridique des lois équatoriennes, eh bien, ça a permis une 50aine de jurisprudences à peu près aujourd'hui, dont certaines ont permis eh bien, de mettre un terme à des activités minières dans des forêts protégées, définir de nouvelles règles de pêche dans les Galapagos pour protéger les requins et les écosystèmes marins, mais aussi justement de réviser notre relation notamment à la faune sauvage, et en particulier par une jurisprudence très belle, la jurisprudence Estrelita, qui est revenue sur les droits fondamentaux des entités sauvages, parce qu'elles aussi, elles sont impactées par nos villes. On en a parlé, l'expansion des villes a un impact quotidien, en fait, sur la faune sauvage. Et donc, pour moi, c'est l'objectif ultime, c'est revoir notre relation grâce à nos textes constitutionnels, parce que nos textes constitutionnels racontent quel monde et quelle société on veut bâtir. Et donc, c'est absolument essentiel, d'autant plus qu'il s'agit aussi de reparler de notre démocratie environnementale, du rôle des citoyennes et des citoyens dans la sphère publique pour construire des solutions ensemble. Donc, pour moi, il s'agit en fait d'un enjeu constitutionnel. Alors, ce qu'on fait aujourd'hui avec Wild Legal, dans le délai qui nous est imparti avant d'obtenir cette révision de la Constitution, eh bien, c'est de tester dans les territoires. Ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec des villes, des métropoles, des départements, des régions, à proposer des modèles juridiques qui sont aujourd'hui en test. On teste nos propositions juridiques et on voit ce qui marche. Que ce soit sur travailler avec des PLU, on travaille sur des chartes de parcs, on travaille sur le statut des réserves naturelles avec le réseau des réserves naturelles de France. Aujourd'hui, il y a tout à construire juridiquement. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on prend les prochaines années, on travaille pour ça notamment avec l'Office français pour la biodiversité qui nous soutient, pour mettre en place des propositions juridiques, pour les tester, pour les évaluer et pour pouvoir les répliquer à l'échelle nationale. Merci Marine. J'espère que ce moment d'échange vous a plu. Je vous propose avant qu'on prenne quelques questions, qu'on remercie nos intervenants qui sont venus témoigner. Et j'ai essayé d'être à la hauteur du maître du temps pour nous permettre de prendre quelques questions, si cela vous inspire, avant de passer à la suite du programme de l'après-midi. Moi, c'est pour Marine Calmet. En fait, l'idée, moi je découvre ça, mais l'idée est vraiment très bien. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord. C'est quoi vos principaux freins, vos principaux bâtons dans les roues pour avancer, pour faire en sorte que la nature ait son statut juridique et ses lois, parce que je suppose que ça va à l'encontre de l'intérêt de beaucoup de personnes. Du coup, comment vous faites pour appréhender tout ça voilà. Aujourd'hui, il y a des freins politiques, c'est évident, parce qu'on est dans une grosse machine qui a pris ses petites habitudes et qu'il faut déconstruire tout ça. Mais je dois dire que je me sens très chanceuse parce que
par rapport à d'autres pays dans le monde, en France, on sent aujourd'hui une vraie volonté de trouver des solutions. Là où, par exemple, grâce au livre de l'AFD, j'ai pu interviewer des acteurs en Inde ou ailleurs, où là, la machine est très grippée, il y a encore beaucoup de choses à déconstruire, et où ils ont peu de perspectives sur du moyen, voire du long terme, en fait, pour voir aboutir ces propositions. Moi, j'estime que dans les 5 prochaines années, on peut y arriver si on s'y met tous ensemble. Non, mais parce qu'en fait, aujourd'hui, ce que je vois, et j'aurais pas espéré ça en lançant Wild Legal, je vous l'ai dit, on s'est créé en 2019, c'est qu'on a le soutien de grandes institutions de prospective. On a le département recherche, on travaille avec l'OFB, je vous le disais, l'AFD nous a permis de faire ce livre, on est soutenu par la Caisse des dépôts qui travaille sur ces sujets-là, la Banque des territoires s'est alignée aussi et travaille et cherche aussi à trouver des solutions. On travaille avec énormément de villes aujourd'hui qui veulent changer, et puis avec des réseaux d'acteurs très conséquents dans le système, je dirais, enfin dans les réserves naturelles, avec des gestionnaires, mais aussi dans le secteur privé. On travaille avec des grandes entreprises qui se questionnent sur leur gouvernance, même le réseau mutualiste aujourd'hui se pose cette question-là, et avec les syndicats. Alors ça, je ne l'attendais pas du tout, c'est le rôle et la place des droits de la nature dans le secteur du dialogue social. Et comment, à l'intérieur et à l'extérieur des entreprises, la transition doit se faire. Et ça, enfin, j'aurais jamais espéré réussir au bout de 5 ans à avoir tous ces acteurs qui s'alignent et qui veulent travailler ensemble. Donc je pense que maintenant, c'est une question de changer d'imaginaire. C'est des idées qui sont certes radicales, donc elles ont besoin de temps pour se poser, pour être posées et être réfléchies. Mais grâce à des lieux comme aujourd'hui, on peut les évoquer. Et c'est une grande chance, j'en suis ravie. Et donc pour nous, c'est comment on se met tous d'accord pour avancer dans une direction commune et qu'on fasse en sorte que cette proposition juridique, elle aboutisse de manière sereine et posée, et collectivement réfléchie en fin de compte. Merci. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Ah oui. Oui. Merci beaucoup pour cette présentation fort intéressante. Moi, j'ai une question qui s'adresse à Mme Calmet, à M. Chapelon. Toutes les grandes villes sont bordées ou contiennent une rivière ou un fleuve. Et donc, comment est-ce qu'on rétablit le rapport entre la ville et son fleuve, source de biodiversité ou de personnes morales? Puisque je sais que, par exemple, M. Orsena, il milite pour que les fleuves soient reconnus comme personnes morales. Merci Sam. On a une particularité, je vais être très terre à terre pour Rennes parce qu'on part de très loin. Le fleuve s'appelle la Vilaine. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Rennes, mais en centre de ville de Rennes, il y a un immense parking sur la Vilaine de 400 mètres de long et on ne voit pas le fleuve. Donc déjà là, ça faisait partie du projet municipal, remettre les gens proches de l'eau, c'est-à-dire avoir conscience que l'eau est précieuse, parce qu'on a des problèmes de qualité d'eau importants en Bretagne, pesticides, nitrates, voilà. Et donc, on fait sauter ce parking Vilaine. Voilà, c'est la première étape. Pour nous, c'est hyper important parce que ça veut dire vraiment que on veut rapprocher, on veut réconcilier les Rennaises et les Rennais avec l'eau, avec leur fleuve, avec la Vilaine. Vous voyez le nom qu'il porte. Il y a eu plein. Vous avez peut-être entendu parler des inondations à Redon, un petit peu plus bas. Donc voilà ce qu'on fait dans un premier temps. Nous, ce qui est déjà énorme, puisque ça va considérablement changer le visage de notre centre-ville. On va planter des arbres aussi autour, on va rendre le truc un petit peu chouette. Et voilà ce que j'ai envie de répondre, parce que c'est un projet qui nous tient à cœur, la municipalité, où c'est pas toujours facile, et un gros projet d'aménagement. Je rebondis sur cette question-là. Nous, on passe par les acteurs aussi dans les villes et notamment aussi dans les commissions locales de l'eau. Et pour rebondir sur ce cas-là précisément, on accompagne par exemple la commission locale de l'eau de la Bièvre, puisque vous savez, la Bièvre, c'était une rivière aussi qui a été canalisée parce qu'elle est extrêmement polluée par nos activités, encore une fois. Et c'est intéressant parce qu'en fait, c'est un fait culturel. C'est un fait qui... en fait, notre droit, il faut le voir comme un ruban de Moebius. Vous savez, plus on a finalement cet écart qui se crée entre les humains et la nature, plus on va construire des lois finalement qui entérinent cet état de fait. Donc des lois qui utilisent, qui prédatent la nature, voire qui banalisent certaines pollutions. Et puis on se distancie progressivement. L'idée est de ramener la nature
proche des gens et de créer des lois qui justement fassent en sorte de solidifier ces relations d'interdépendance. Et donc de cette manière-là, nous on accompagne la Commission locale de l'eau parce que justement il y a tout un programme de réouverture autour de la Bièvre et on leur a dit mais saisissez l'opportunité pour ne pas en parler comme d'un aménagement, mais de parler justement de redonner ces droits à la rivière, des droits qui ont été trop longtemps bafoués par les activités humaines, et de faire en sorte de prendre cette opportunité politique pour justement sensibiliser la population en disant, eh bien, cette rivière, peut-être que pendant longtemps, on ne l'a pas entendue, on n'a pas voulu la voir, on n'a pas voulu comprendre cet intérêt. Peut-être qu'on peut construire justement, grâce aux droits, de nouvelles relations et grâce à nos projets de développement et d'urbanisme, une nouvelle manière de vivre avec. Et donc nous, on essaie de le solidifier à l'intérieur du SAGE, donc du schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, pour que demain, ce SAGE-là, mais en fait tous les SAGES de France, puissent reconnaître les droits fondamentaux de leur rivière. On a fait, à ce titre-là, d'ailleurs, vous pouvez le télécharger sur notre site web, un livre blanc sur les droits de la Garonne, qui explore multiples stratégies juridiques justement pour reconnaître les droits de fleuves ou de rivières. Et ce sont des outils justement de droit prospectif où on évalue la faisabilité au regard des acteurs politiques, des contraintes juridiques et puis des besoins écologiques qui sont dans les territoires. Merci. Y aurait-il une dernière question Oui. Ah non, c'est sans regret. Ben, on a presque tenu le timing. On est juste un peu en retard. Merci encore à tous nos intervenants de s'être mobilisés pour cette journée.